Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est historienne, membre du laboratoire d'histoire à l'université de Rouen. Après avoir travaillé sur la jeunesse, mai 68, la Commune, mais aussi les Champs-Élysées, ça m'a interpellée. Elle co-dirige un volume imposant sur la Révolution, ou devrais-je dire les révolutions. Bonjour Ludivine Bantini. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Bienvenue dans les midis de culture. Alors, une histoire globale des révolutions, c'est le titre de cet ouvrage que vous avez co-dirigé, Ludivine Bantini. Avant de vous poser ma première question, j'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cet été, en famille, une discussion politique qui a dérapé, comme souvent dans ce cadre-là. Le sujet, les émeutes qui ont eu lieu en juin dernier. Alors d'un côté, il y avait ceux qui soutenaient qu'il s'agissait des prémices d'une révolution. De l'autre, ceux qui ont écarté cette éventualité d'un revers de la main, réduisant ça à du pur désordre. Le point révolution française a donc été atteint très rapidement. Comment expliquez-vous, Ludivine Bantini, qu'on en vienne souvent, pour ne pas dire toujours, à ce point de l'histoire dès qu'on parle politique en famille? Parce que la Révolution française est évidemment un événement matriciel auquel on doit énormément en termes de droits, de liberté, d'émancipation, de justice, mais dont on retient malheureusement, à mon avis, trop souvent la dimension de violence, et en particulier de violence en révolution, parce qu'il ne s'agit pas seulement de violence révolutionnaire. Donc je compatis évidemment face à ce qui vous est arrivé, bien sûr, et sur la question tout simplement des rébellions, des révoltes dans les quartiers populaires. Évidemment, c'est absolument pas comparable avec les mouvements révolutionnaires que l'on a pu connaître, mais en revanche, oui, qu'il y ait une aspiration à la dignité, à la reconnaissance et à la justice, ça me paraît évident. Comment vous expliquez, Ludivine Bantini, ce paradoxe donc, entre le fait de parler tout le temps de révolution, en fait, d'en appeler tout le temps à ça, de vouloir tout le temps le comparer, de se poser tout le temps la question de s'agit-il d'une révolution? Est-ce qu'on va revivre la révolution de 1789, tout en disant mais non, c'est pas possible, c'était une autre époque, il y avait un soulèvement de tous et de toutes. Est-ce que vous comprenez comment on peut dépasser ça, en fait, cet appel à la révolution, en même temps cette idée que ce serait impossible? En fait, on peut le dépasser tout simplement par l'histoire. C'est ce qu'on a tenté de faire dans ce livre, Une histoire globale des révolutions. Parce que l'analyse, l'enquête par les archives révolutionnaires nous démontre que finalement, l'événement révolutionnaire qui est à la fois grandiose, mais banal dans l'histoire. Puisque on a pu constater que, y compris dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu une effervescence révolutionnaire et de nombreuses révolutions. Souvent, on se dit que la révolution, c'est une histoire de passé lointain, comme vous venez de le souligner en mentionnant justement la Révolution française. On pourrait mentionner aussi, tout aussi importante, je crois, la révolution haïtienne qui est englobée dans ces révolutions du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Révolution incroyable. Mais voilà, on se dit, voilà, ça renvoie à quelque chose de clos. Et d'ailleurs, l'historien François Furet n'avait pas manqué de dire, mais finalement, la révolution est terminée. Et ce faisant, quand il le disait en 1978, c'était aussi une volonté que ce soit une sorte de prophétie autoréalisatrice. Voilà, on dit, la révolution est terminée, donc elle est bel et bien terminée. Mais la dernière constellation révolutionnaire à laquelle on a assisté, depuis la Tunisie, la Syrie, l'Égypte, bien évidemment, le Bahreïn, jusqu'à l'Algérie, bien sûr ce qui se passe en Iran actuellement, qui est un véritable soulèvement révolutionnaire, nous fait la démonstration à nouveau que non, ce n'est pas une histoire close, tout au contraire. Si on en appelle toujours à la Révolution française, c'est aussi parce que, vous l'avez dit, c'est grandiose mais banal, mais c'est aussi que ça a été très souvent romancé. On a beaucoup raconté cette histoire dans notre imaginaire. On coupe des têtes. Et c'est ça qui, selon vous, fait que aussi on s'y réfère parce qu'on connaît, on connaît ce moment de l'histoire. Oui, mais je trouve très regrettable qu'on associe la Révolution française, qui a un moment d'une telle émancipation, d'une telle conquête de droits, avec une proclamation de droits universels. C'est l'abolition de l'esclavage. C'est la fin de systèmes particulièrement violents, de monarchie absolue. Il faut se rappeler, je relisais des éléments sur les affaires Calas, les affaires du chevalier de la Barre, avec ces tortures atroces et ces mises à mort absolument terribles, y compris dans la guillotine, comme l'a très bien montré Sophie Vaniche, mais aussi Jean-Clément Martin, qui sont deux contributeurs et contributrices du livre. Avec la guillotine, il s'agit y compris d'euphémiser la violence. Il s'agit de calmer cette violence, y compris par rapport à cette violence terrible qui était celle de l'Ancien Régime. Et qu'on oublie trop souvent, mais en tout cas, associer la Révolution à la seule guillotine, ça me paraît terriblement réducteur et très difficile aussi à admettre par rapport au courage considérable des protagonistes. Allons-y!
Feu, pardieu! Ce soir-là, le roi s'était couché après avoir écrit dans son carnet 14 rien. Soudain, il est réveillé en sursaut. Le grand maître de sa garde-robe, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, est là, à son chevet. Sire, la Bastille est prise. Prise? Oui, sire, par le peuple. Le gouverneur a été assassiné. On porte sa tête sur une pique par toute la ville. Mais c'est une révolte! Non, sire. C'est une révolution. Alors voilà, on y revient à la révolution de 1789, Ludivine Bantigny, avec cette célèbre réplique de La Rochefoucauld à Louis XVI dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Parlons d'abord définition, puisque c'est quand même l'objet de cet ouvrage imposant que vous avez co-dirigé, Ludivine Bantigny, une histoire globale des révolutions. Quelle serait la définition à donner de la révolution, ou plutôt des révolutions? Alors, je vais dire que, étant donné le nombre de contributrices et contributeurs dans cet ouvrage qui viennent du monde entier, la définition peut avoir des déclinaisons, mais il ne s'agit pas pour autant de contourner la question, de chercher à y échapper. Donc, je vais m'y essayer à cette réponse. En fait, c'est un soulèvement populaire. Donc, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait du peuple. Il faut qu'il y ait une fraction de la population, au sens sociologique du terme, ou démographique, qui devient politique, qui devient une catégorie qui est autre, qui est la notion de peuple, au sens où cette catégorie devient politique dans son action, elle est agissante, elle a cette capacité d'agir et elle a aussi cet élan, cet enthousiasme. Donc il faut qu'il y ait un protagonisme populaire, c'est-à-dire des hommes et des femmes, on va dire ordinaires, qui sont placés en situation extraordinaire et qui ont conscience de faire l'histoire. Ça, c'est un premier critère. Voilà, qui ont conscience. Ça m'intéresse. Oui. Parce que c'est pas juste, en fait, pour revenir justement à l'idée, à la différence avec les révoltes ou avec les émeutes, par exemple, dont on a parlé, il faut qu'il y ait une conscience, c'est-à-dire se dire, là, en fait, on se soulève ensemble dans un but précis. Oui, mais je ne les opposerai pas, en l'occurrence. Dans ces différentes circonstances et événements que vous mentionnez, je ne les opposerai pas du point de vue de la conscience. Parce que dans les révoltes, on peut appeler émeute, mais je préfère le mot de révolte. Et je me souviens de ce que disait Victor Hugo dans la différence entre ces deux termes. En fait, émeute est souvent le mot de ceux qui veulent écraser, qui entendent disqualifier et dénigrer les soulèvements populaires. Donc en l'occurrence, dans les révoltes, dans les soulèvements, il y a une conscience. Il y a une conscience active et une volonté et des valeurs et une éthique. Mais disons qu'il n'y a pas le deuxième critère auquel j'allais venir pour définir la révolution, c'est qu'il faut qu'il y ait un renversement radical. Il faut qu'il y ait un renversement du pouvoir, mais aussi le plus souvent accompagné d'un bouleversement des rapports sociaux, de la distribution des richesses, un bouleversement dans le rapport à la production. C'est pas c'est un changement de régime politique, par exemple. C'est pas seulement un parti qui en remplace un autre. Pas du tout. Exemple. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un changement de régime et d'institution, mais également une modification radicale des manières sociales et culturelles de vivre. En fait, il y a une modification importante de l'ordre de la métamorphose des formes de vie et d'existence. Mais alors sur le renversement, à quel moment en fait on se dit que c'est renversé, vraiment que tous les rapports sociaux sont modifiés? À quel moment, peut-être que je vais un peu trop vite, Ludivine Bantigny, mais à quel moment ça se finit? Ah oui, alors avant de revenir à la fin, on peut parler de processus. On peut dire que le renversement est le but, donc oui, mais ou un moment. Alors Blanqui, Marx, Rosa Luxembourg, puis Trotsky avaient parlé de révolution permanente, et donc avec l'idée que il y a un processus en spirale qui n'a pas véritablement d'achèvement si on veut poursuivre la révolution dans un sens d'une justice la plus étendue possible. C'est ce que voulait aussi Babeuf au cœur de la Révolution française, c'est-à-dire faire en sorte que cette révolution soit aussi sociale, accorde des droits en termes sociaux, en termes de rapport au travail, en termes de distribution des richesses. Mais disons que justement, les temporalités sont superposées, elles sont emboîtées, elles sont entremêlées. On ne peut pas imaginer juste une révolution comme un grand soir. Ça, je pense qu'il faut en finir avec cette mythologie du grand soir. Il y a des temporalités diverses, y compris, par exemple, à propos de la Révolution française, même si, encore une fois, notre livre essaye de on va dépasser ce cas-là. Je n'en doute pas. Mais quelqu'un qui n'était pas soupçonné de gauchisme, à savoir François-René de Chateaubriand, disait à propos de la Révolution française qu'elle était déjà terminée au moment où elle a surgi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'en fait, il y avait eu une révolution des structures sociales, des structures économiques, en l'occurrence une sorte de prise de pouvoir socio-économique de la bourgeoisie, en tant que
catégorie sociale, voire de classe sociale, qui a permis le surgissement en termes d'éruption, en termes d'événements, je dirais presque d'événementialité. Et souvent dans les révolutions, il y a de ça. Il y a d'une part un bouleversement progressif des manières de vivre. Par exemple, avant la Commune de Paris, ce sont les coopératives, les mutuelles, les associations populaires, les chambres syndicales, les grèves. Et puis tout à coup, oui, il y a un moment révolutionnaire. Mais ça, c'est pas forcément conscientisé. Par exemple, pour la révolution de 1789, le fait que y ait une demande de plus d'égalité, ou même par exemple qu'on se passe de formes aristocratiques, que les régimes commencent un petit peu à s'effriter, fait que ça, c'était pas vraiment conscientisé là pour le coup. Non, mais cette révolution-là lente, elle est presque imperceptible. Imperceptible ou impalpable, mais il y a quand même des idées qui circulent et dès lors des valeurs. On est bien sûr au cœur des Lumières, on est au cœur de tout un travail d'émancipation, un travail de mise au jour de nécessité de liberté, d'égalité, de liberté de conscience, de liberté de pensée. Et ça infuse en fait de beaucoup de manières dans le peuple protagoniste du mouvement révolutionnaire. Ça veut dire que les personnes qui sont ce peuple qui est en train de se soulever peut dire nous sommes en train de faire la révolution, ou alors on ne peut définir ce qu'est une révolution qu'a posteriori? Alors ça dépend vraiment des moments, et justement pendant la Révolution française, ce qu'il y avait de tout à fait particulier, c'est que le mot a quasiment été inventé. Alors j'exagère évidemment, mais je vais préciser ma pensée, à ce moment-là. Et donc, il n'y avait pas d'exemples antérieurs. Alors nous, on essaie de poser justement la question des révolutions avant le mot de révolution, c'est-à-dire avant l'acception moderne de la notion de révolution. C'est-à-dire, révolution, c'est plus un retour au même, c'est plus de l'ordre de l'astronomie, d'un retour cyclique des choses, mais c'est bel et bien un événement quasiment perpendiculaire au temps tranquille et linéaire, et qui vient briser l'ordre des choses et l'ordre dominant. Et donc sur la conscience, à cette époque, voilà, c'est vrai que c'est difficile de se dire nous sommes en révolution. C'est pour ça que le mot de La Rochefoucauld-Liancourt est probablement apocryphe, mais peu importe. Mais justement, y compris l'extrait que vous avez passé et vos questions, me font penser à un magnifique livre qui est celui d'Éric Vuillard, 14 juillet, sur le moment, à quel moment on se dit que ça a basculé. Et donc il rend compte de cette journée du 14 juillet en écrivain, en romancier, mais aussi il a fait un vrai travail d'archive. Et c'est au moment, par exemple, où le pont-levis de la Bastille s'abaisse, et où tout à coup, eh bien, derrière soi, il y a un autre espace, et c'est un autre espace-temps, c'est derrière soi, il y a l'Ancien Régime. Et tout à coup, au bout de l'avenue, il y a autre chose, il y a un futur nouveau qui se dessine, un horizon des possibles, qui est en train de se dessiner là, et avec la conscience, évidemment, que quelque chose de radical se produit. Cette évolution du terme en France et en Europe, donc du terme révolution, Ludivine Mantigny, est-ce qu'on le retrouve, puisqu'on va dépasser ces frontières-là, à l'échelle mondiale ? Oui, alors ce qu'on a essayé d'étudier notamment, ce sont alors les évolutions de ce mot et même les révolutions du mot révolution. Je prendrai deux exemples rapidement. Le premier, c'est celui de la notion chinoise de Jieming, qui est bouleversée au XXe siècle. Je m'explique. Jieming, en fait, ça veut dire plutôt un renversement de nature céleste, donc divin. Métaphysique, en fait. C'est le fils du ciel, l'empereur, qui apparaît comme véritablement un messager d'une puissance divine. Et Jieming, à partir de la révolution chinoise de 1911, voit son sens se transformer en descendant finalement dans la sphère terrestre et en s'inspirant justement d'autres mouvements révolutionnaires pour dire que en fait la révolution elle est désormais faite non pas par des puissances métaphysiques mais par des hommes et des femmes qui en sont les protagonistes. Et c'est un peu la même chose pour le mot de Torah. Alors je le prononce sans doute mal, mais qui est un mot arabe qui à l'origine veut dire surrection. Voilà, c'est une sorte de soulèvement, par exemple du sable dans le désert au passage des chevaux. Et donc il y a vraiment l'idée d'irruption, de soulèvement. Et c'est le mot finalement qui a été le plus utilisé, qui désormais veut bel et bien dire révolution, qui a été le plus utilisé pendant la séquence révolutionnaire que nous, ici, nous avons plutôt coutume d'appeler les printemps arabes, mais le terme lui-même là-bas est un peu contesté. D'abord parce que ça serait cacher le fait qu'il s'agit bel et bien de révolution et pas seulement de printemps. Et puis printemps arabe, ça renvoie aussi au printemps des peuples, davantage européen. Et il ne s'agit pas justement de calquer, il ne s'agit pas de se dire qu'on imite l'Europe, pas du tout. Et c'est le sens aussi de notre livre, c'est de décentrer le regard, y compris par rapport à l'Europe, même si elle reste présente évidemment. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une uniformisation de la révolution ?
C'est-à-dire que voilà, on pourrait non pas appliquer un modèle d'un pays à l'autre, mais vraiment en fait se dire la révolution, elle aussi a subi une forme de mondialisation et donc elle s'est répandue à travers la planète. Alors, il y a de fait une mondialisation de la révolution par effet de circulation révolutionnaire, y compris de fraternité entre les peuples. Alors, on pourrait ajouter d'ailleurs la notion de sororité parce que les femmes y sont très présentes. Mais il reste bien sûr des singularités, je dirais même des singularités plus locales que strictement nationales, parce que le cadre national n'est pas toujours tout à fait pertinent pour parler de mouvements révolutionnaires. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est que derrière un certain schématisme de ce que l'on voit en général sur les processus révolutionnaires, eh bien, il y a vraiment des spécificités locales qui parfois s'appuient beaucoup sur des formes de spiritualité que nous ignorons un peu trop en Europe. Par exemple, alors, je citerai par exemple deux cas. Le premier, c'est la révolution haïtienne que j'ai déjà mentionné, mais qui me semble très essentiel d'évoquer à partir de 1791, puisque c'est un soulèvement, c'est une révolution d'esclaves et d'anciens esclaves qui mettent en place la première République noire. Donc, c'est un mouvement à la fois décolonial, anti-impérialiste, c'est gigantesque. Et qu'aujourd'hui, parfois on ne connaisse même pas Toussaint l'ouverture, alors qu'on devrait le connaître tout autant que Robespierre, peut-être un problème. Mais dans cette révolution haïtienne, il y a des spiritualités, notamment des spiritualités vaudou, qui sont réellement présentes. Et si on se place peut-être à l'autre bout de la chaîne chronologique, je mentionnerai un cas que nous étudions dans le livre, qui est celui du Mozambique, donc une révolution au Mozambique contre la domination coloniale portugaise en 1975. Et là, on a aussi des formes de spiritualité qui renvoie à un certain rapport au passé et à la temporalité. C'est-à-dire qu'on a un grand respect des ancêtres. Et les ancêtres sont comme des spectres, comme des fantômes qu'il s'agit de respecter. Et c'est une pensée spirituelle qu'on retrouve par exemple aussi chez le révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon, qui parlait justement de cette dimension spirituelle dans la révolution. Des fantômes qui nous hantent, mais pas forcément de manière pesante ou négative. C'est une dimension qu'on travaille peu, par exemple, dans l'histoire française, cette dimension spirituelle des mouvements révolutionnaires, même actuellement, quand on peut parler de révolution ou de révolte, cette dimension-là, elle est très peu présente. Comment vous l'expliquez ? Alors, on devrait le faire parce qu'il y a toujours une forme de spiritualité au fond, c'est-à-dire, alors même quand on laïcise la notion, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs de justice, de liberté, d'universalisme, d'égalité, de revendication de droits et de bien, et d'une vie bonne et d'une vie juste. Qu'on invoque en vertu d'un passé ? Ça peut l'être aussi. Je trouve que il y a aussi une figure qui hante un peu. Alors, je voudrais pas dire le livre parce que je veux pas trop parler non plus au nom de tous mes co-auteurs et co-autrices, mais c'est celle du philosophe allemand Walter Benjamin qui montrait que la révolution c'est aussi une manière de rendre grâce au passé et à toutes les figures vaincues du passé, mais pour les faire revivre dans la victoire, en fait. Donc c'est aussi une question de dignité. Et par exemple, une forme révolutionnaire aujourd'hui, qui nous est contemporaine, dans le Chiapas mexicain, la révolution néo-zapatiste, donc la rébellion néo-zapatiste, qui est véritablement un processus révolutionnaire, mais s'inspire aussi d'une spiritualité très liée au respect des ancêtres, du vivant. Donc c'est aussi une révolution très importante sur le plan environnementale, mais aussi féministe. Voilà. Donc, cette spiritualité, justement, aujourd'hui, elle est interrogée, elle est regardée de plus en plus par celles et ceux qui se battent pour une vie meilleure, dans le sens aussi d'un respect du vivant dans son ensemble. C'est aussi une forme de spiritualité. Le camarade Sékou Touré, pour la première fois, depuis le contact des deux continents, Europe, Afrique, un peuple met fin à la domination. Castro, je vois Castro, il est juste devant moi. Il va s'arrêter, il dit quelque chose, je crois. La foule crie plus fort. Vous entendez, je vois des soldats qui vers le ciel pointent leurs armes. Ce sont quand même des tireurs habiles. Ils dirigent tout cela vers le ciel et Castro continue sa marche et s'avance. Ah, celui-là est parti pas loin. Il leur apprend comment faire une révolution sans violence de la part d'une personne âgée comme Mao Zedong qui a 72 ans, de donner le pouvoir aux jeunes, c'est vraiment quelque chose de très fantastique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu le nom de Khomeini. Il était scandé par des centaines de milliers de personnes, hommes et femmes en tchador noir, brandissant son portrait géant
certains manifestants ont chanté « Roménie est grand ». Les portraits de Ben Ali sont jetés par les fenêtres de ce bâtiment du RCD et la population écrase, piétine le portrait de l'ex-président tunisien. La Guinée en 1958, Cuba en 1959, la Chine en 1966, l'Iran en 1979 et enfin la Tunisie 2011. Voilà plusieurs cas de révolution ailleurs qu'en Europe, ailleurs qu'en France. Qu'est-ce qui vous semblait important de dégager de ces différentes formes de révolution, Ludivine Mantini, sans pour autant oublier l'idée quand même qu'il fallait distinguer un schéma particulier de révolution ? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement la singularité de chaque révolution et en même temps les manières d'influence, d'inspiration. Il y a comme un trésor de la révolution qui se transmet en fait, sans qu'il y ait de modèle. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transmet sans modèle. Oui, parce que par exemple, la révolution cubaine, ça c'est très bien montré par Eugenia Paleraki, par Rafael Pedemonte dans l'ouvrage et dans leurs travaux en général. C'est que, bien sûr, Cuba, puisqu'on l'a mentionné, on l'a entendu, Cuba est d'une sorte d'étincelle révolutionnaire qui va servir de creuset aussi d'espoir, notamment dans une perspective très internationaliste, très transnationale, avec les initiatives liées à la tricontinentale, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Mais en même temps, ce que montrent Eugenia Paleraki et Rafael Pedemonte, c'est que il ne s'agit pas d'imiter Cuba ailleurs. En Uruguay, au Nicaragua, en Argentine. Il ne s'agit pas d'imiter, par exemple, la forme du FOCO, c'est-à-dire du foyer de guérilla. Il ne s'agit pas de se dire que nécessairement, par exemple, la paysannerie sera la classe révolutionnaire. Il peut y avoir des formes beaucoup plus urbaines, beaucoup plus prolétariennes, ouvrières de la révolution. Donc il n'y a pas de schématisme, en fait. Il n'y a pas de volonté d'imitation, disons, passive, en quelque sorte, ou servile, la forcerie. On ne peut pas imiter parce qu'il n'y a personne qui décide on va faire la révolution, on va la faire comme ceci, on va appliquer tel modèle ensuite. Enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas une décision d'une seule personne qui dirait il faudrait appliquer tel modèle ou un autre modèle. Bien sûr, mais il existe des organisations révolutionnaires et de plus en plus des partis révolutionnaires et des internationales qui, sans forcément parler de manuels, voilà, il y a pas, enfin, certains on peut signer des manuels de guérilla mais en fait il y a quand même une volonté de dessiner une analyse des rapports de force, une conscience de ce qui peut être fait et donc de tracer des voies. Et c'est vrai que la question de l'avant-garde révolutionnaire, elle est aussi interrogée dans l'ouvrage, parce que ces partis révolutionnaires se sont longtemps considérés comme une avant-garde qui avait en tout cas plusieurs voies pour mener la révolution. Mao, par exemple, était marxiste très très tôt et communiste très tôt, mais dès le début des années 20, il avait compris qu'en Chine, la révolution ne serait pas respectueuse de l'analyse marxiste des classes sociales, que ce ne serait pas le prolétariat urbain d'abord qui ferait la révolution. Donc à chaque fois, on retrouve cette singularité du local et des régions spécifiques. Alors justement, Ludivine Mandeville, est-ce qu'il suffit de se dire révolutionnaire pour l'être, pour la faire, cette révolution? Est-ce que les partis, les organisations révolutionnaires dont vous parlez, elles permettent cette révolution-là ou au contraire, en fait, elles n'ont de révolutionnaire que le nom? Alors, il y a des révolutionnaires sans révolution, ça c'est l'évidence. Il y a plusieurs générations de révolutionnaires sans révolution et qui en souffrent sans doute ou en ont souffert parce que toute leur vie a été tournée parfois jusqu'au sacrifice vers des révolutions qui n'ont pas eu lieu, vers un espoir de révolution. On ne peut pas non plus se contenter de dire qu'on est révolutionnaire pour l'être, au sens où, par exemple, nous avons exclu des régimes telle la Révolution nationale de Philippe Pétain. Voilà, c'est bien la révolution, mais c'était dans un sens de retour du même, justement, dans un sens très réactionnaire. Finalement, l'acception astronomique initiale du terme. Les régimes nazis et fascistes qui se sont réclamés de la révolution, mais qui étaient contre-révolutionnaires parce que ils voulaient justement, d'ailleurs, nier
tout l'héritage de la Révolution française en termes de droits humains, de droits universels, de justice, d'égalité et d'émancipation. Donc évidemment, l'autodésignation comme révolutionnaire ne suffit pas à faire des révolutionnaires ou des révolutions. Et comment vous avez fait pour gérer, Ludivine Bantigny, le présupposé idéologique autour de la Révolution? C'est-à-dire que pour certains, elle serait forcément bonne, alors que pour d'autres, elle serait forcément mauvaise parce que synonyme de violence, de renversement de pouvoir qui ne sont pas forcément dans l'égalité. Est-ce que vous avez écarté toute cette dimension morale, ou est-ce que quand même, pour travailler sur la Révolution, il faut quand même penser que c'est quelque chose de bien? Alors, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on a essayé, tout simplement, on a essayé de résoudre cette aporie, dépasser la dichotomie dont vous parlez, cette espèce de binarité par l'histoire, tout simplement, et par l'objectivation. C'est pas forcément bon en soi, une révolution. Alors, bien sûr. Alors, je crois, alors j'espère ne pas, encore une fois, ne pas tromper la confiance des co-auteurs et co-autrices de ce livre en disant que il y a quand même une forme d'empathie à l'égard du courage des hommes et des femmes qui décident de changer la vie, pour reprendre l'expression de Rimbaud, qui décident d'aller dans le sens de ce que disait Brecht sur la fin FAIM des joies de la vie. Parce qu'il y a aussi cette dimension de joie dans la Révolution, à l'idée qu'on va renverser les puissants, la domination, les formes d'exploitation, d'écrasement, etc. Et donc, on est en empathie à l'égard de ces espoirs et de ces pratiques qui ont été souvent courageuses. Mais pour autant, nous l'avons fait en historien et historienne. Et donc, en essayant, selon l'expression qu'on utilise dans le livre, et je dois rendre à César, ou plutôt à Boris Gobi, ce qui lui appartient, c'est-à-dire ni livre rouge, ni livre noir. C'est l'expression que Boris Gobi, qui a co-dirigé cet ouvrage, a trouvé et que nous mentionnons. Ça me paraît assez juste. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas un livre noir de la Révolution, certainement pas, parce que ce serait, en fait, justement disqualifier la Révolution, alors qu'encore une fois, l'histoire des révolutions est d'un apport considérable dans les droits auxquels nous avons accès aujourd'hui. Mais ni livre rouge non plus, évidemment, ce n'est pas un bréviaire révolutionnaire. Est-ce qu'on peut dire que la révolution est forcément du coup violente? Est-ce qu'on peut aussi avancer dans une révolution sans, on redisait tout à l'heure, couper des têtes, mais sans que cette notion de violence soit là, présente? Pas du tout. Alors, en fait, on récuse un peu toute idée de fatalisme ou de malédiction. Donc, il n'y a pas de nécessité. D'ailleurs, il y a des révolutions qui se mènent sans verser une goutte de sang. On pourrait penser à la révolution des œillets, qui est traitée dans le livre par Victor Pereira, donc en 1974. Révolution assez extraordinaire parce qu'elle est composée de deux grands protagonistes qui, en général, peuvent s'affronter. C'est-à-dire, d'une part, l'armée, qui rejette désormais le régime colonialiste de la dictature au pouvoir, et puis le peuple auto-organisé. Voilà, l'auto-organisation populaire est tout à fait fondamentale. Donc la révolution des œillets, on pourrait citer bien d'autres révolutions, mais je mentionnerai le cas des Philippines en 1986. Et ce qu'on a observé, du coup, c'est que finalement les révolutions sont de moins en moins violentes. Peut-être parce qu'à certains moments, les régimes s'effondrent d'eux-mêmes devant la capacité et la puissance, encore une fois, d'organisation populaire. Mais je citerai aussi donc une révolution que je connais bien, c'est la Commune de Paris, qui n'était pas violente, et justement qui récusait la violence, qui s'est retrouvée bombardée, massacrée dans les pires conditions. L'épisode de la semaine sanglante. Oui, mais elle n'était pas violente. Voilà. Et justement, et c'est pour avoir refusé globalement d'être violente, y compris il y a eu une guillotine qui a été brûlée symboliquement pendant la Commune de Paris. Et souvent on dit il y a eu les deux généraux qui ont été tués le 18 mars 1871, mais c'était pas du tout la Commune, elle n'était pas proclamée, et c'était par leurs propres soldats qu'ils ont été tués. Mais justement, la Commune de Paris se voulait non violente. Il n'est qu'à lire ce peintre quand même assez exceptionnel, Gustave Courbet, qu'on connaît comme peintre, mais qu'on peut connaître aussi comme révolutionnaire, qui disait « Nous ne sommes pas des plagiaires de la Révolution française, et justement, nous récusons toute forme de violence politique. » Non, Wolfie, pas ça. Pas ça. Je ne veux plus que tu travailles là-dessus. Plus jamais. J'en ai décidé ainsi. Ce n'est pas son écriture. Non, c'est la mienne. Il voulait que je l'aide. Plus question qu'il continue à travailler là-dessus. C'est ça qui le rend malade. Enfin, je crois que... Je regrette qu'il n'y a pas de valet pour vous reconduire, Herr Salieri.
Mais respectez mon vœu, allez-vous-en. Wolfie. 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 Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Amadeus, le film de Milos Forman qui date de 1984. Alors vous nous avez dit, Ludivine Mantigny, je vois pas le rapport avec les révolutions. C'est vous, Ludivine Mantigny, le rapport, puisque c'est en voyant ce film que vous avez une sorte de révélation sur l'histoire, c'est ça? Oh là là, mais vous m'avez bien lu. Hein. Non mais vous pouvez pas imaginer le bonheur et l'émotion que vous suscitez en moi en passant cet extrait. Mais voilà, donc je vais essayer de surmonter cette émotion. Oui, alors en effet, oui, c'est un film bouleversant et cette scène en particulier avec le Lacrimosa du Requiem de Mozart. Alors le rapport, il existe peut-être quand même parce que justement Mozart est à la fois un musicien qui n'est pas révolutionnaire au sens où il vit dans son époque. C'est ce qu'a très bien montré Norbert Elias dans Mozart, Sociologie d'un génie. Mozart est tenu par les contraintes de son temps, et notamment par les contraintes de cet absolutisme qui règne encore, même sous la forme d'un despotisme éclairé. Donc il est tenu de rester dans les contraintes esthétiques et artistiques de son temps, qu'il va pousser le plus loin possible, essayer de les subvertir. Mais à la différence de Beethoven, par exemple, il n'a pas les moyens véritablement d'être absolument révolutionnaire dans sa musique. En revanche, un peu plus tôt dans le film, on voit une scène où Mozart discute avec Joseph II et il essaye de lui expliquer pourquoi il veut adapter en opéra le mariage de Figaro, ce qui deviendra les noces de Figaro. Et en fait, il y a bien sûr chez lui quand même une influence de cet esprit des Lumières et de la rébellion et de la révolte contre l'ordre établi dont il a beaucoup souffert lui-même. Donc la révolution pénètre aussi les arts, les manières de créer, les figurations, l'intime. Ludivine Mantigny, est-ce que pour faire la révolution, pour bien la faire, même peut-être pour la réussir, il faut forcément avoir fait de l'histoire? Oh ben non, ce serait trop restrictif. Heureusement que non, parce que sinon il n'y aurait pas de révolution si on devait nécessairement être passé par l'histoire pour la faire. En revanche, je répondrai à votre question sous l'angle de la conscience historique quand même. Il ne faut pas nécessairement, bien sûr, avoir fait l'histoire ou connaître très bien l'histoire, mais de toute façon, cette histoire, cette mémoire se transmettent d'une manière ou d'une autre. On a vu, il ne s'agissait pas d'un mouvement révolutionnaire, mais il a été question de beaucoup de révolutions. Dans le soulèvement populaire des Gilets jaunes, voilà, l'histoire était présente, y compris la référence à la Révolution française, mais aussi à la Commune de Paris, mais aussi au Front populaire ou à 1968. Donc, il y a une forme d'historicité, je dirais ça, mais avec un mot un peu lourd, mais au sens d'une conscience historique. Comme je disais tout à l'heure, il y a la conscience de faire l'histoire, mais il y a aussi la conscience de rendre hommage aux révolutions du passé et à renouer avec elles, en quelque sorte renouer la chaîne des temps, mais cette fois d'un point de vue, révolutionnaire. Est-ce que ça permet pas d'être un peu plus lucide, peut-être d'être plus attentif à ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire de se dire, là, il y a quand même des frissons, des prémices de révolution. Vous l'avez dit, Ludivine Mantigny, la révolution, ça se produit, on l'a défini quand même par le renversement d'un État dans ses rapports sociaux, économiques, politiques, mais est-ce qu'on peut pas avoir des frémissements de révolution autour de nous, indépendamment du fait qu'il y ait un renversement qui interviendra quelques années plus tard? Est-ce que là, on peut le dire, et l'historien n'est pas le plus à même de pouvoir le percevoir? En tout cas, non, nous ne sommes pas des prophètes, mais en tout cas, c'est vrai que l'histoire nous indique que la révolution... Non, mais des voyants, oui, des voyants comme Rimbaud, soyons des voyants. En tout cas, le dernier mot du livre est le verbe persiste, persister. Voilà, la révolution persiste, ça c'est une évidence. Et alors là, en tout cas, je ne veux pas parler au nom de l'ensemble des auteurs de l'ouvrage, mais... Disons qu'on peut imaginer que des processus révolutionnaires auront cours dans les prochaines années. C'est une évidence étant donné le niveau de violence en fait auquel on assiste, des violences structurelles, violences sociales, de la France politiques, aussi. De manière générale. Et oui, en France en particulier. Et là, je parle en mon nom propre, je le précise, mais je pense qu'on assiste vraiment à un durcissement que je nommerais autoritaire, et je le nommerais d'ailleurs une sorte d'autoritarisme du capital, parce que c'est aussi un système économique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système économique, structurel, il est quand même de plus en plus interrogé, critiqué, voire mis en cause radicalement, et y compris en termes d'histoire environnementale. François Jarry nous signe un très beau chapitre dans l'ouvrage. On parle désormais de capitalocène.
de plus en plus, et pas seulement d'anthropocène. Donc cette conscience-là, elle se diffuse de manière très large. Étienne Balibar, dans l'un des textes qui clôt le livre, nous dit que finalement, au fond, c'est toujours en dernière analyse contre le capital que les révolutions se mènent, contre l'inégalité dans la distribution des richesses, cet abîme qui existe entre les conditions sociales, et on le voit de plus en plus, et la conscience en est de plus en plus aiguisée. Merci beaucoup Ludivine Bantini. De vous, on peut donc lire l'ouvrage que vous avez co-dirigé. Je vais donner leur nom car je ne l'ai pas fait au début, avec Quentin Deluy-Hermoz, Boris Gobi, Laurent Jean-Pierre et Eugénia Palierka. C'est une histoire globale des révolutions. C'est aux excellentes éditions de La Découverte. Et je signale aussi Que faire, votre livre Que faire, stratégie d'hier et d'aujourd'hui pour une vraie démocratie, aux éditions 10-18. Pour finir, Ludivine Bantini, vous avez le choix entre une chanson sur la révolution ou une chanson sur le rêve. Rêve ou révolution? Allez, je vais dire rêve parce que les deux sont mêlés. Ah, qu'il est joli le pays du rêve. On dirait un vrai paradis quand le jour se lève. Tout le monde se dit bonjour, le sourire aux lèvres. Là-bas, on y vivrait toujours. Au printemps, le ciel est bleu. Oh, tout le monde est très heureux. Un air de fête est dans les cœurs qui rapporte ses rêves les meilleurs. Oh, ah, qu'il est joli le pays du rêve. On dirait un vrai paradis quand le jour se lève. Tout le monde se dit bonjour. Et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendeuil, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. À la réalisation, Nicolas Berger, prise de son, Ludovic Auger. Pour réécouter cette émission, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas. Merci, Vous claquez bien Géraldine. les doigts. Vous avez vu ?